Je suis ravi d'être là pour partager ce qui m'anime maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. C'est ce qu'on appelle, alors on m'a dit surtout tu ne mets pas beaucoup de mots d'anglais, mais en même temps quand j'ai vu la présentation de Laurent, maintenant je me sens plus à l'aise à au moins dire le mot qui est Appreciative Inquiry, qui est la démarche appréciative que j'ai découvert en 2009 et que je porte en France aujourd'hui maintenant depuis cette date-là. Donc j'ai fait je me suis dit, cette démarche, on y forme beaucoup de gens, à la fois des personnes comme vous, mais aussi des consultants dans le monde public et dans le secteur privé, et aussi dans l'éducation. Et je dis, comment est-ce que je vais pouvoir mettre en quelques mots des choses qui peuvent leur être utiles. Donc c'est vraiment quelque chose. Donc j'ai fait quelque chose pour vous. J'espère que à la fin, ça va être au moins stimulant. Peut-être que ça va vous agacer aussi, quelques éléments que je vais peut-être vous dire, peut-être ou pas. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de vous donner quelques clés. Alors déjà, je me suis dit qui je suis devant eux finalement aujourd'hui, puisque j'ai devant moi des cadres de l'éducation nationale. Ben déjà, je suis un ancien élève, comme chacun d'entre vous. Un ancien élève. Et en réalisant cette conférence, je me suis remémoré beaucoup des visages, des professeurs, des instituteurs que j'ai eus. Alors je suis breton, donc toute mon enfance est passée en Bretagne. Et voilà, toutes ces écoles, et tout en considérant que je continue à être un étudiant. Si on s'arrête d'apprendre, je pense qu'on commence à mourir. Je suis aussi un parent de 3 enfants. Je vous donnerai un exemple d'une utilisation de la démarche appréciative sur l'un d'entre eux. Je lui ai demandé son autorisation avant, parce que je sais que mes enfants sont très portés sur le droit à l'image. Donc je lui ai demandé l'autorisation formelle de le faire. Je suis un ancien DRH. Voilà. Le monde dans lequel vous travaillez, je ne le connais pas bien. Donc j'espère que vous serez patient avec ce que je pourrais dire. Peut-être que ça sera décalé par rapport à ce que vous vivez dans votre quotidien. Peut-être que ça fera mouche. Je dirais, je ne parle que de ce que je connais. Donc, et je connais bien le monde des organisations. Et donc, j'étais DRH chez Philips pendant plusieurs années. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je faisais exactement le contraire quand j'étais DRH. Vous voyez, ça m'a beaucoup amusé de me dire ça. Je découvre cette approche en 2009 et donc du coup, ça m'a vraiment touché aux tripes, au cœur. Et comme et on ne sait pas pourquoi, et peut-être que si, je sais pourquoi maintenant, parce que c'est une approche qui apporte à la fois de l'efficacité et de la joie. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes joyeux dans le quotidien de votre travail. Vous êtes joyeux dans le quotidien de votre travail? Est-ce que vous êtes tous les jours joyeux dans le quotidien de votre travail? Oui, bon, super. J'entends un oui enthousiaste en tout cas. Donc du coup, découvrant cette approche, l'attestant, je suis un peu comme saint Thomas, je vais voir si ça marche. Et quand j'ai vu que ça marchait, ça remarchait, etc., je me suis dit, je vais créer Appreciative Inquiry France, qui est un lieu où à la fois on étudie, on se forme, on fait la recherche et aussi on intervient dans des organisations pour la mettre en œuvre concrètement. J'ai écrit un livre avec 2 co-auteurs sur cette approche, comment déployer l'approche appréciative au sein de nos organisations. Et vous allez voir, ce n'est pas uniquement une approche organisationnelle, mais c'est aussi une approche personnelle, parce qu'on peut faire de l'appréciatif d'abord et avant tout avec soi. Et je vous invite d'ailleurs à commencer par ça. Et mon métier, c'est d'être consultant et coach aujourd'hui. J'accompagne des organisations dans les transformations culturelles, pas dans des transformations où on revisite les structures, etc. Non, ça, c'est pas, je saurais le faire, mais c'est plus ma vie, je le faisais ça avant. C'est vraiment comment faire pour faire en sorte que des personnes puissent s'engager dans des projets de façon générative. Et vous allez voir, je n'ai pas dit positif, de façon générative, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Voilà. Les exemples que je vais vous donner sont tous réels, tous vrais, tous issus de mon expérience. Certains d'entre eux, je citerai l'entreprise, puisque ces personnes m'ont autorisé à le faire. Certaines d'entre elles, je ne citerai pas le nom d'entreprise, parce que je suis soumis aussi à confidentialité. Mais toutes les histoires que je vais vous raconter sont vraies, comme celles que Laurent vous a... Alors, elles sont moins impressionnantes que Laurent. Je n'ai jamais sauvé quelqu'un, quoique cette approche a sauvé la vie à quelques personnes que je connais. Alors, mon souhait aujourd'hui, finalement, c'est de vous apporter quelques clés. Voilà. Et je dirais quelques clés supplémentaires, parce que vous ne m'avez pas attendu pour avoir les clés, faire votre travail au quotidien et de le faire bien. Voilà. C'est simplement des clés supplémentaires, et puis de pouvoir les tester. Et vous allez avoir l'occasion de les tester durant ma conférence, parce que je vais vous faire un peu travailler.
Je me disais, c'est quand même cool, un ancien élève qui fait travailler des directeurs d'établissement en faisant faire des TP. Je me suis dit, c'est vachement sympa. Donc, je vais vous faire travailler un petit peu. Vous allez voir, ça va être simple. Vous allez voir dans ce que je vais dire, il y a des choses qui seront peut-être applicables directement dans ce que vous faites au quotidien. En tout cas, ce que je peux vous promettre, c'est que c'est directement applicable au quotidien pour vos vies. Parce que ce n'est pas uniquement une méthodologie, c'est d'abord un état d'esprit, une façon de faire, et qu'on peut appliquer dans l'entreprise ou dans le monde des organisations, peu importe. Voilà, tel est mon... en tout cas, vous rendre curieux. Alors, l'approche appréciative, c'est d'être curieux. Ce n'est pas forcément de tout aimer ce que je vais dire, je n'ai pas ça comme prétention, mais de vous dire, tiens, ça c'est intéressant. Tiens, qu'est-ce que je peux en faire? Ah, ça m'agace qu'il raconte. Pourquoi ça m'agace? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant quand même dans ce qui m'agace? C'est vraiment d'aller être dans cet état d'esprit. Alors, ma toute première intervention appréciative, je l'ai faite en tant que père de famille avec mon fils Pierre, voilà, Pierre Tolek, qui aujourd'hui a 25 ans et qui travaille dans une institution financière. Et il est très féru de maths. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Je m'étais formé à cette approche et je vais vous montrer l'avant et l'après parents d'élèves. Avec sa mère, on lui a demandé 3 fois de nous donner son bulletin scolaire du premier trimestre. Alors, première fois, on était sympa. Deuxième fois, on était, je dirais, un peu plus insistant. Puis la troisième fois, on l'a peut-être fait comme Laurent, sans trop négocier, on lui a intimé l'ordre de nous donner son bulletin scolaire. Et voilà ce qu'il nous donne. Est-ce que vous voyez pourquoi il était réticent de nous donner son bulletin scolaire? Vous le voyez? Voilà. Moi, à l'époque, je voyais ça aussi. Pourquoi il était réticent? Comment? Quelqu'un dit quelque chose? Maths. Alors moi, je me suis arrêté en maths en 4e. J'ai toujours été bloqué en maths. Ça ne m'a pas été empêché d'être DRH international. Mais... Donc, pourquoi il ne nous a pas donné son bulletin? C'est parce qu'il avait une anticipation négative d'une conversation difficile qu'il allait avoir avec nous. Un genre de conversation pourrie où tout le monde en ressort un peu par le bas, quoi. Donc, c'est ce que j'aurais fait avant. C'est ce que j'aurais fait avant. Immédiatement le 4, et tellement sur le 4 que notre conversation aurait pollué le reste. Je me forme, et je me suis dit, après tout, je vais tester tout de suite, voir si ça marche. Et donc, voilà ce que je lui ai dit. Voilà mon nouveau regard. Pierre, donc il était là, hein, 15 ans, il était là. Pierre, waouh, 20 sur 20 en EPS. Tu peux m'expliquer pourquoi? Alors le Pierre, il sait que son père est un peu taquin, il me dit tu plaisantes? Non, je suis sérieux. Et j'étais sérieux. Et donc il m'explique pourquoi, etc., etc. Et je continue la conversation. Sur l'anglais. Pourquoi? Et il me donne ses raisons. Le prof, le truc, le ci, le ça, etc. Même chose sur la géographie, etc., etc., etc. Donc la conversation est intéressante puisqu'elle fait surgir ses ressources. Tout à l'heure, Laurent parlait des ressources. C'est une approche qui est fondamentalement à la recherche des ressources. Bien sûr, on ne néglige pas le 4. Et qu'est-ce que je lui ai dit à l'après? Je lui ai dit, mais très bien, maintenant que tu connais tes facteurs clés de succès, dans le pourquoi tu as réussi sur les autres matières, dans ces facteurs clés de succès, comment tu peux les réutiliser pour travailler sur tes mathématiques? Vous voyez, on n'est pas en train de nier le rouge. On est en train de se creuser le vert pour aller éradiquer le rouge. Un des éléments, c'était, et j'ai encore discuté avec lui aujourd'hui à 25 ans, il fait des maths au quotidien dans son entreprise de finance. Il me dit, mais c'est pas à l'époque, je ne voyais pas le côté pratique des choses. Voilà. Et puis, donc on lui a donné un professeur supplémentaire. Moi, j'ai toujours détesté les maths, mais c'est vrai que ce prof particulier avait une capacité un peu jouissive de faire aimer les maths. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi qui n'aime pas les maths, même avec lui, je crois que je les aurais aimés, quoi. Donc, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et d'ailleurs, mes enfants ont fait la même chose avec moi. Je me souviens, Martin, qui était son jeune frère, il avait 12 ans. À un moment à table, j'étais un peu énervé sur quelque chose.
Et je me montrais très critique sur un certain nombre de choses. Et mon Martin me dit, c'est intéressant, papa, ce que tu racontes. Comment tu pourrais reformuler ça de façon plus positive? Voilà. Donc, on a besoin de temps en temps aussi, même si on est un expert du sujet, d'avoir, parce qu'on est dedans. Voilà. Donc, pourquoi on est dedans? C'est parce que notre ADN est profondément orienté vers le déficit. Et je vais vous en expliquer pourquoi. Et puis aussi parce qu'on est dans une matrice. Une matrice, c'est nos habitudes. On fait les choses. Dans nos organisations, en tout cas celles que je connais, bon nombre d'organisations utilisent des outils qui vont d'abord et avant tout se focaliser sur le manque, le déficit, le dysfonctionnement, etc., etc. Donc on est fabriqué de cette façon-là. Voilà. Pourquoi d'après vous? Est-ce que vous avez une idée du pourquoi? Ou plutôt, je vais commencer par, selon le National Science Foundation, un organisme public américain, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont calculé le nombre de pensées que nous avions par jour. Est-ce que vous avez une idée du nombre de pensées que nous avons par jour? Ça dépend qui, hein. Je ne rentrerai pas dans ce détail. J'ai eu un client dans une très grande organisation gouvernementale qui me dit les hommes doivent en avoir plus que les femmes. Bon, mais ça, c'était son histoire. Ouais, ce n'est pas très, très glorieux. Non. Combien? Dites-moi. Des milliers? Ouais. Donnez-moi un chiffre. 32 500, bravo. Qui dit mieux? 32 500 à ma gauche. Entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. C'est ce que nous avons. Ça, c'est une chose. 80% d'entre elles sont négatives. 80% d'entre elles sont négatives. Et la bonne nouvelle, c'est que 95% d'entre elles sont répétitives. Donc ça veut dire que d'une journée sur l'autre, si vous ne faites pas attention, vous charriez 60 000 à 80 000 pensées par jour, dont 80% sont négatives tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Donc là, j'ai représenté de façon graphique. Vous voyez, les points rouges, c'est quoi? C'est nos manques, nos dysfonctionnements, nos problèmes, etc., etc. Et puis vous voyez, il y a quand même du vert. Mais le vert, vous voyez, il est caché par le rouge. Alors pourquoi? Pour une raison, pour plein de raisons finalement. Il y a une raison qui nous appartient toutes, à tous. C'est ce que nous avons dans le cerveau. Vous connaissez ce biais négatif du cerveau, ça vous dit quelque chose? Ouais. Ce biais négatif du cerveau qui, dans les temps immémoriaux, nous a permis de rester survivants, ou de rester vivants. Aujourd'hui, on en a moins besoin, même si de temps en temps, on est encore dans nos organisations, peut-être de temps en temps entourés par des requins, des piranhas, mais en règle générale, on a moins besoin de ce cerveau-là, et pourtant il est présent. C'est celui qui va immédiatement regarder ce qui va se passer de potentiellement difficile pour se focaliser dessus. Donc ça, on l'a. Deuxième chose, la façon dont nous sommes éduqués. Alors, j'ai été rechercher des statistiques. Alors, quand je dis éduquer, ce n'est pas forcément l'éducation nationale, c'est nous en tant que parents, hein. C'est ça que je veux dire. C'est le pourcentage de parents d'élèves qui se focalisent d'abord soit sur les bonnes notes ou soit sur les mauvaises notes. Vous regardez la France, on est dans un palmarès qui serait bien de pouvoir changer. 87% des parents se focalisent d'abord et avant tout sur les mauvaises notes avec la meilleure intention du monde. Parce que je crois qu'il n'y a pas de parents qui veuillent pourrir la vie de ses enfants. Avec la meilleure intention du monde. Donc l'appréciative, on va garder l'intention, mais on va changer le focus pour aider d'une façon différente. Et c'est aussi notre culture, la culture dans laquelle on est. Regardez les journaux, les médias. Regardez le pourcentage d'informations qui sont anxiogènes, etc. Regardez les émissions qui essayent de basculer ou de faire équilibrer cela. Ben, toutes ces émissions-là disparaissent au fur et à mesure des chaînes pour laisser quelque chose qui serait plutôt de nature à aller focaliser sur la mauvaise nouvelle. Nous n'avons pas que des mauvaises nouvelles. Il y a une chose qui m'avait frappé en plein Covid. Sur TF1, il y avait un journaliste qui interviewait un médecin et il interviewait à juste titre sur la pandémie, les difficultés. Puis le médecin, probablement un peu agacé, lui dit, je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que, alors je ne sais plus quel était le pourcentage, mais c'était un pourcentage très élevé, 98,8% des personnes qui rentrent à l'hôpital pour le Covid en ressortent vivants et en bonne santé. Ah oui. Ça ne met pas, malheureusement, en doute ceux qui sont passés. Voilà. Mais c'est la totalité de l'image, ce sont les deux à la fois. Donc on vit là-dedans, on vit dans un monde qui est exacerbé en négatif. Est-ce que ça vous choque ce que je vous dis ou vous... Non, ça vous... Voilà.
On est dans le même monde alors. Et c'est un monde qui a été encore plus prégnant dans le négatif sur ces 2 dernières années, où là, il y avait le côté anxiété, etc., qui a été majeur. Alors, je pourrais raconter des tas d'histoires sur comment des personnes ont des initiatives pour changer la donne dans beaucoup d'endroits. Mais là, je ne vais pas avoir le temps de le faire. Donc, il y a quelqu'un qui a changé la donne. En tout cas, il nous a donné un mode opératoire pour aller travailler différemment. Et cet homme s'appelle David Copprider. C'est un Américain. À l'époque, c'était dans les années 80, il était doctorant en sociologie des organisations. Et David, il est à l'université de Cleveland et il avait besoin d'un endroit pour faire sa thèse, un sujet de thèse. Et à Cleveland, il y a une clinique. Alors quand on dit clinique à l'américaine, c'est tout de suite le truc énorme, qui est la clinique de Cleveland, qui est le lieu d'expertise mondiale de la chirurgie cardiaque. Il n'y a pas mieux, c'est Cleveland. Et donc, il est allé sur ce site avec une vision d'aller analyser les dysfonctionnements humains dans les organisations. C'était le titre de sa thèse. Et donc, il est allé interviewer un certain nombre d'acteurs, les patients, enfin tous les acteurs de l'organisation. Et puis, à sa stupéfaction, ben, ça marche bien. Ça marche bien, la clinique gagne de l'argent, les patients sont bien traités, sont heureux, enfin, ils seraient heureux de ne pas être là, mais ils sont heureux du traitement qu'ils ont, etc. Donc, il est assez stupéfait et il se dit, zut, qu'est-ce que je fais de ma thèse? Il vient revoir son tuteur et il se met d'accord avec son tuteur de se dire, mais finalement, et si on faisait le contraire? Ça marche bien, bah, allons regarder ce qui marche et comprendre pourquoi ça marche bien. Et ils ont proposé ça à la direction de l'organisation de cette clinique. Et la clinique a dit, go, on le fait, allons-y. Et c'est là qu'est née la première fois cette démarche appréciative ou appreciative inquiry. Donc, en 2 mots, qu'est-ce que c'est que la démarche appréciative? Vous avez 2 mots, et je vous promets après, on passera que en français. Vous voyez ces 2 mots, appreciative, c'est to appreciate, c'est donner de la valeur. C'est de regarder ce qui fonctionne, c'est apprécier ce qui est. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est inquiry, c'est aller à la recherche de. Donc, la démarche appréciative, c'est quoi? C'est une démarche qui va à la recherche de ce qui donne vie ici, de ce qui fonctionne ici, etc. etc. Alors, moi, j'ai donné ma propre définition personnelle avec ce que je suis. Et pour moi, la démarche appréciative, c'est celle-ci. C'est une recherche intentionnelle et obsessionnelle de la ressource. Je travaille dans un cabinet, le patron du cabinet me dit « Ouais, c'est pas mal, mais ton mot là, obsessionnel, ça ne me plaît pas. » Ben, moi, ça me plaît. Donc, je conserve. Pourquoi intentionnel et obsessionnel? Parce que nous sommes dans un monde plutôt intentionnellement orienté sur le dysfonctionnement et nous y sommes obsessionnellement focalisés. Voilà. Donc, c'est une approche qui est disruptive et qui donne un focus différent. Alors, je parlais de ressources, souvent en tant que consultant, mais vous en tant que manager, vous êtes souvent confronté aux problèmes. On vient vous voir pour régler les problèmes. Donc, la première chose que l'on aurait comme réflexe, ça serait quoi finalement? Vous avez un problème, ça serait quoi votre premier réflexe? Il n'y a pas de réflexe. Ça serait quoi votre premier réflexe? Un espace d'écoute, ouais, intéressant. Vous pouvez faire quoi dans cet espace d'écoute? Préciser le problème? Ouais. Pourquoi on irait préciser le problème? Qu'est-ce que ça voudrait? Pour le partager? Ouais. L'éclaircir? Oui, absolument. Rassurer? Alors, en général, si je le fais simple, en tout cas, c'est ce que nous disent enfin, c'est ce que je faisais très, très clairement quand j'étais DRH dans l'industrie automobile. On est des experts dans les méthodologies de résolution de problèmes à aller analyser les problèmes en profondeur, les partager, les regarder dans le détail, les décomposer en morceaux, en faire l'analyse des causes racines, en espérant trouver les solutions une fois qu'on a fait l'analyse des causes racines du problème. Ça marche bien. Si vous avez un véhicule automobile qui tombe en panne sur la chaussée, vous n'allez pas commencer à regarder tout ce qui va bien. Hein. Si l'autoradio, ça marche bien, c'est super. Les roues, c'est super. Oui, mais il y a une bielle, tu as collé une bielle. Voilà. Cette démarche-là,
Si vous avez un problème avec votre ordinateur ou avec votre voiture, je vous propose d'aller plutôt chercher des gens qui sont spécialistes dans l'analyse des causes racines. Hein, vous avez compris ça. Mais la difficulté, c'est que nous utilisons beaucoup, tout à l'heure, Laurent parlait de complications et de complexité. Une voiture est un phénomène compliqué. Nous, êtres humains, nos organisations, nous faisons des phénomènes complexes. Ça change tout le temps. On n'a pas de point de réglage, ça change tout le temps. Voilà. Donc si on commence à travailler sur les systèmes complexes avec les outils de la complication, on peut dire que ça peut marcher, mais alors quel effort, quoi. Donc en général, ce qui se passe, c'est que vous voyez cette grosse bulle rouge. Vous pourriez considérer cette bulle rouge soit comme une piscine. Vous plongez dedans, plongez dans les problèmes, dans les frustrations, dans les difficultés, etc. Avec une super attention de les écouter, les entendre. Et puis vous les entendez tellement que, à la fin, vous faites partie du problème, vous êtes noyé dedans, quoi. Donc ça, c'est une possibilité de le faire. J'ai fait ça pendant 15 ans. C'est fatigant. Il y a une autre possibilité de considérer ce point rouge, c'est de le construire comme un trampoline. C'est-à-dire que ne pas nier le rouge, mais de se dire, tiens, s'il y a du rouge, c'est qu'il y a du vert quelque part, ailleurs. Et en général, on est tellement focalisé sur le rouge qu'on ne voit plus ce qu'il y a autour. Voilà. Je vous donne quelques exemples. Ah, ici, ce n'est pas possible. Ah non, ici, ça ne va pas marcher. Le nombre de fois où je suis dans les entreprises, je me souviens dans un comité de direction, on était 2 consultants. Le premier consultant dit « ça serait pas mal de faire ça ». Et là, on entend « ah non, ici, ça ne va pas être possible ». Deuxième, alors ça, on a déjà essayé il y a 2-3 ans, pas marché, ce ne sera pas possible. Troisième, c'est pas possible parce que c'est vraiment pas du tout dans l'ADN de l'organisation. Alors, l'autre consultant n'avait pas cette démarche en tête, donc moi je leur dis, j'entends bien ce que vous dites. Qu'est-ce qui est possible ici? Eh bien, la conversation a changé de direction. Et vous voyez, je n'ai pas fait un mouvement en disant arrêtez avec ce qui n'est pas possible, c'est j'entends bien ce qui n'est pas possible. Et probablement, les gens ont raison. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible? Ici, on manque de tout. Ok, qu'est-ce qui est à disposition? Bon, je pourrais raconter une histoire sur tous ces points-là. L'idée, c'est qu'on n'y soit pas jusqu'à la fin de l'après-midi, donc je vais passer. Donc là, c'est vraiment un choix à faire. L'appréciative est un choix. Et je ne vous demande pas de le faire, puisque c'est un choix. Donc vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Et ce choix, c'est quoi? C'est de regarder quand ce n'est pas disponible, qu'est-ce qui est disponible? Quand ce n'est pas dans votre marge de manœuvre, le nombre de discussions que j'entends dans les organisations où on parle de choses, ce n'est pas dans ma marge de manœuvre. J'adorerais que demain il fasse beau. Sauf s'il y a quelqu'un ici qui est capable de faire ce miracle, moi je ne suis pas capable. Par contre, je suis capable de m'équiper s'il fait beau, moyennement beau et plus. Ça, je peux le faire. C'est dans ma marge de manœuvre. Nos faiblesses. Travaillons sur nos talents. Les menaces. Et si les menaces que nous avons sont les meilleures opportunités, pour ceux qui connaissent l'histoire de Kodak, qui considéraient ce qu'ils avaient inventé, c'est-à-dire la photographie digitale, ils ont considéré ça comme la majeure menace de leur business. Ils l'ont mis de côté. Fujila a inventé aussi et a tué Kodak. Voilà. Ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche ici ou qu'est-ce qui dysfonctionne moins? Quand vous êtes dans une organisation qui ne marche vraiment pas, qu'est-ce qui dysfonctionne moins? Si l'organisation est encore vivante, si les gens sont là debout, c'est qu'il y a encore quelque chose qui marche. Qu'est-ce qui marche? Ce qui est impossible, je l'ai dit. Et les frustrations. Tout à l'heure, c'est intéressant. Les frustrations. Derrière chacune des frustrations que nous avons, il y a un rêve qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc vous avez 2 choix. Soit d'écouter la frustration de votre collaborateur et de la creuser. Et là, je peux vous assurer, je suis 100% sûr, je l'ai fait moi-même, à la fin, la personne a toutes les raisons de croire qu'ils avaient vraiment raison d'être frustrés, puis vous êtes frustré avec lui. Pour moi, le meilleur service qu'on peut lui apporter, c'est de se dire, j'entends bien ta frustration, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu aimerais à la place? De quoi tu rêverais à la place? Et là, vous allez avoir un autre type de conversation. Alors vous allez me dire, parce que souvent on me le dit, ouais, mais c'est les trucs encore positifs, c'est la positive attitude, si je repeins la girafe, enfin, c'est bon quoi. Alors c'est surtout pas ça. Si c'était ça, je ne le ferais pas ça, parce que ça serait franchement irrespectueux de l'être humain
qui vit dans les deux mondes. Et donc, j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous dire la différence entre ce qui est le mot positif, et souvent le mot positif en France est un mot péjoratif, et malheureusement, il est mal utilisé aussi ce mot. Donc, je préfère utiliser le mot génératif. Et vous allez voir, ce n'est pas uniquement un jeu de mots. Donc, on n'est pas dans la positive attitude. On n'est pas pour nier le rouge. On n'est pas pour dire il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Non, ça, c'est autre chose. Je vous invite surtout à ne pas faire ça. Donc, le rouge, c'est souvent un point de départ. C'est souvent un point de départ pour nous, consultants, vous, managers. Et ça peut devenir aussi un point d'arrivée si vous décidez de creuser le rouge, comme cette impasse-là. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est vous donner 5 clés. 5 clés de cette approche. Et là, je me suis mis dans la peau d'un manager qui manage des collectifs pour voir comment cette approche peut être utilisée de façon très pratique. Et je vais vous donner de temps en temps 30 secondes par rapport à mes apports pour réfléchir pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans le métier et la mission qui est la vôtre? Donc, la première chose, c'était très intéressant d'ailleurs quand notre ami Laurent parlait d'OCP, objectif commun partagé. Eh bien, c'est le premier, mais je le dirais différemment, c'est transformer votre défi. Le défi qui est le vôtre dans le cadre de votre travail. Défi, ça peut être un problème, un challenge, une opportunité, dans un sujet qui soit profondément stimulant pour les gens qui vont y travailler. Alors, vous allez dire, qu'est-ce qu'il raconte? Je vous donne un exemple. Voilà. Souvent, un problème auquel on est confronté, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, un problème de motivation des personnes au travail. Est-ce que ça parle dans votre monde? Oui, il y a les gens devant qui disent oui, d'accord. Donc ça parle. Mais ça ne parle pas que dans mon monde. Je peux vous assurer que c'est assez général. Si vous allez voir les statistiques Gallup, vous avez, de mémoire en France, 8% des personnes qui sont engagées, c'est-à-dire qui viennent au boulot avec plaisir, joie. Vous avez 60% des personnes qui sont désengagées, c'est-à-dire qu'ils viennent au boulot pour faire de leur mieux, mais bon, pour avoir leur butin de salaire à la fin, parce qu'il faut quand même payer les factures. Et vous avez, je crois de mémoire, alors je vous ai dit que je n'étais pas bon en maths, si les trois font passant, vous me pardonnerez, je crois que c'est de l'ordre de 25% de gens qui sont fortement et activement désengagés, où là, les gens viennent, mais vraiment, c'est un peu l'équivalent de la dernière catégorie, vraiment pour détruire de la valeur. Voilà. Alors, on pourrait les pointer du doigt. Moi, je ne les pointe pas du doigt. Je me dis, qu'est-ce que l'organisation a fait pour créer des conditions pour que ces gens deviennent fortement désengagés? Donc, imaginez 2 salles. Une salle où il y a un titre sur la salle. Le sujet sur lequel vous avez les planchers pendant 4 heures, ça va être régler les problèmes de motivation des personnes au travail. Ça, c'est la première salle. Moi, ça ne m'engage pas vraiment. Je suis pas... Alors, vous pourrez mettre motivation, absentéisme, décrochage, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre tout là-dedans, tout ce que vous voulez. Le premier réflexe que je propose aux managers, c'est de se dire, OK, ça, c'est votre sujet. Très bien. Comment vous pouvez le rendre stimulant pour tout le monde? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimeriez à la place de ça? Et en général, on ne le fait pas uniquement avec le manager, on le fait avec un groupe. Mais là, je vais le faire simple. Et la question, elle est simple. Que voulez-vous créer, expérimenter, vivre ici pour vous et vos parties prenantes sur ce sujet? Qu'est-ce que vous voulez à la place? Je vous ai donné un exemple. C'est un exemple réel, je ne vous dirai pas le nom de l'entreprise. Voilà ce qu'ils ont dit. Nous, on veut ici des personnes qui soient profondément engagées, qui soient heureuses et qui délivrent un excellent résultat pour leur interlocuteur. C'est ça qu'on veut développer. Donc imaginez d'un côté, vous avez une salle où vous avez 4 heures pour plancher sur le problème de motivation. Okay, vous trouviez des solutions. Puis vous avez une autre salle où on veut dire on aimerait qu'on puisse discuter des conditions pour créer ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je sais dans quelle salle j'irai. Je ne sais pas, peut-être vous, dans quelle salle vous allez. Ceux qui iraient dans la première salle, sachant que ceux qui vont dans la deuxième salle ont réglé le problème de la première aussi, mais d'une façon différente. Qui irait dans la première salle? Et vous pouvez lever la main, il n'y a aucun problème avec que vous levez la main sur qui irait dans cette première salle. Qui irait dans la deuxième salle? Donc ça donne déjà le sujet donne un peu plus d'énergie. J'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui n'iraient ni dans la première ni dans la deuxième. Vous me direz à la fin dans laquelle salle vous iriez. Peut-être dans une salle dans laquelle le titre serait encore plus stimulant que celui-là pour vous.
Donc, c'est aussi un choix de décider que nos organisations, nos équipes, nous-mêmes, on a un nombre d'écarts à combler, on a un nombre de problèmes à résoudre. C'est un choix. C'est un choix que je n'avais pas fait, mais que j'ai vécu pendant 15 ans dans l'industrie automobile. Maintenant, le choix que j'ai fait depuis 10 ans, c'est de considérer que de voir les organisations comme des richesses à explorer et à développer. Voilà. Donc l'approche appréciative ne nie pas le problème, mais va aller chercher désespérément ou obsessionnellement ce que l'on peut développer. Et là, ma première question est pour vous. Et là, vous avez, je crois, un carnet. Je vous invite à noter pour vous la réponse pour vous à cette question. Pensez à un défi managérial en tant que manager, dans le cadre de votre rôle, de vos missions aujourd'hui. Pensez à ce défi-là. Et un défi, ça peut être un challenge, ça peut être un problème, ça peut être votre casse-tête, ça peut être ce qui vous vient en tête lorsque vous vous levez le matin ou lorsque vous quittez votre bureau le soir, quoi. Le truc qui tourne en rond. Je vous laisse 30 secondes. Et une fois que vous l'avez trouvé, c'est qu'est-ce que vous aimeriez créer, expérimenter à la place de ça? C'est le premier TP. Et là, il y a le conférencier qui est en train de se dire, ça va faire 30 secondes de silence. Ouais, mais c'est le temps qu'il faut pour... Et les 30 secondes seront finies. Donc ça, c'est la première clé. Est-ce qu'il y a une personne parmi vous là, qui pourrait donner son défi, son challenge, le problème là, qui est récurrent, là, un peu comme ce chewing-gum qui vous colle à la peau, là, à la chaussure? Dites-moi. Ou alors c'est tellement secret qu'il vaut mieux pas partager. En général, quand le conférencier ne reçoit pas, mais il se penche vers le premier rang en se disant il va être sauvé parce qu'il y a peut-être une personne au premier rang qui a envie de parler. Il y a le monsieur là qui sourit. Voilà. Après, il y a le monsieur qui sourit. Donc on se dit, il y a peut-être une chance qu'il puisse y répondre. Pas de défi, pas de problème, rien. Vous avez des métiers faciles, alors du coup. Hein. Ce que je ne crois pas. Bon. Donc, pour l'instant, vous souhaitez le garder pour vous. Okay. Deuxième chose, c'est de vous dire, ok, par rapport au sujet que vous gardez secret pour l'instant, auprès de qui vous aimeriez en parler? Qui sont les gens qui, sur votre sujet, doivent être mis autour de la table ou dans la boucle? Celles qui sont concernées. Alors, je vais vous raconter, je ne sais pas si vous connaissez ce syndrome, bon, vous ne connaissez pas parce qu'on l'a inventé. Et là, je vais prendre le monde dans lequel j'ai l'habitude de baigner. Hein, beaucoup de nos entreprises souffrent du syndrome 3333. Alors, ce n'est pas le 33 du médecin, hein, c'est le syndrome 3333. C'est quoi? Vous avez un patron qui arrive, il a envie de changer les choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a son comité de direction. Et pendant 3 mois, c'est le premier 3, souvent il fait appel à des cabinets conseils pour décider de la façon dont il faudrait revisiter l'organisation, les façons de faire, etc. Ça dure pendant 3 mois et ça discute, ça change d'avis, ça bataille. Et puis au bout de 3 mois, clair, ils sont enfin arrivés, après tant d'efforts, à quelque chose. La vision est claire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à d'autres consultants, souvent c'est les coachs d'ailleurs, ils demandent à des coachs de venir pendant 3 jours avec les leaders de l'organisation, donc ceux qui sont en dessous, pour leur présenter ce que le comité de direction a mis 3 mois à créer. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant ces 3 jours, eh ben, dans la salle, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui questionnent, qui peuvent se montrer frustrés sur un certain nombre de choses. Et comme les leaders se disent, bah, de toute façon, dans le changement, il y a forcément de la résistance, bah, c'est normal. Donc ils n'écoutent pas et ils poursuivent. Et ils demandent à ces mêmes personnes, pendant 3 heures, de faire une grande messe avec tout leur personnel. Et même chose, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui étaient un peu résistants, ben, ils déroulent le tapis et souvent ils se prennent comment dirais-je, les pas dans le tapis. C'est quoi le troisième, d'après vous? 3 mois, comité de direction, 3 jours avec les leaders, 3 heures avec l'ensemble du personnel. C'est quoi le troisième? 3 minutes de quoi?
3 minutes pour abandonner. Alors, ça pourrait être 3 minutes pour abandonner. Là, c'est 3 ans de résistance au changement. Parce que là, vous ramassez les rames et vous y allez, quoi. Je l'ai fait, ça aussi. Je l'ai fait quand j'étais DRH. Et je dirais que 90% d'entreprises font comme ça. Je ne sais pas si ça fait résonance par rapport au monde dans lequel vous êtes. Ce côté descendant, où finalement, on vous fait avaler la pilule. Alors, de temps en temps, comme tout à l'heure, Laurent l'a dit, il a avalé une pilule parce qu'elle était bonne pour la survie de la personne. Hein. Mais voilà, on est là-dedans. Le cascading, ça cascade, ça... Pourquoi ça? Parce qu'il y a une croyance qui dit qu'on ne peut pas faire travailler des personnes de façon collaborative si on est plus de 8. Pourquoi? Kurt Lewin, États-Unis, etc., etc. Il y a beaucoup de croyances qui nous pilotent. Voilà. Alors pourquoi on mettrait autant de personnes autour d'une table? Cet après-midi, vous allez parler de votre club des managers, facilité par Chloé et Mathieu. Parce qu'il y a plusieurs perspectives. C'est quoi un club des managers? Je n'ai jamais fait partie d'un club des managers. Je ne sais pas ce que c'est, etc., etc. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Que voyez-vous à l'écran? C'est une question. Hein. Un visage masculin, ouais. Ouais. Alors, un visage masculin, effectivement, si on regarde les choses dans cette perspective. Donc imaginez le sujet que vous avez voulu garder pour vous tout à l'heure, vous le voyez d'une certaine perspective. Lorsque vous allez commencer à le partager avec d'autres personnes, il va être comme ce personnage. Intéressant. Vous voyez? Ça dépend de l'endroit où l'on voit. Est-ce qu'il y a une vision plus juste qu'une autre? Non, elles sont toutes bonnes. Voilà. Donc, c'est une invitation, cette démarche qui est faite, de vraiment intégrer le maximum de personnes dans les réflexions que vous avez, dans les problématiques que vous avez à traiter, à condition que vous puissiez mettre des thématiques qui soient suffisamment stimulantes et engageantes pour les gens. J'ai travaillé dans une, là je ne peux pas dire où, dans une grande école, où ils voulaient lancer une initiative qui était destinée aux grands adolescents. Et je leur ai expliqué la façon dont on allait faire, on allait chercher les ressources, etc., dans les meilleures histoires des participants. Et je ne sais pas pourquoi, intuitivement, je les ai rappelés 3-4 jours avant en leur disant, mais au fait, hein, il y aura combien de grands adolescents? Ah, mais il n'y a pas d'ados. Donc vous voulez créer quelque chose pour des grands ados, et vous retrouvez 30 adultes dans la salle pour créer ça. Donc, grand ado, quand je dis grand ado, je sais pas, c'est pas forcément la bonne terminologie, mais c'est des enfants qui avaient 17-18 ans. C'est cette catégorie-là, je veux dire. Je ne sais pas si c'est la bonne terminologie dans votre monde. J'appelle ça grand ado. Et donc, ils ont finalement trouvé une dizaine de grands ados et ils ont mené ce projet ensemble. C'est un projet qu'ils échouaient à mettre en œuvre depuis 3 ans. Et je vous fais une histoire très courte, parce qu'elle pourrait être très longue. Durant le processus, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des actions, pour mettre en œuvre leur projet, il y a un adulte, le responsable financier, qui s'est levé en disant bah, ici, non, ça c'est super, mais ici, ça ne sera pas possible parce qu'on n'a pas le budget. Ok, je me dis super, très bien, je me tourne vers les ados, je ne sais pas pourquoi, je les regarde, et il y en a un ado qui se lève et qui dit, vous vous souvenez le matin, je vous avais fait raconter des histoires sur leurs meilleures expériences de création de quelque chose. Ce qui a marché, regardez ce matin, il pointe du doigt quelque chose qu'il avait écrit, la responsabilisation des jeunes. C'est ce qu'on a dit ce matin, c'est ce qu'on a tout partagé. Donc moi, lundi, je viens avec 10 copains et ça, on va le faire. Et depuis, ils ont créé ça. Si nous n'avions pas eu ce groupe de personnes dans la salle, nous aurions eu un 4e échec dans la création de ce projet. Donc qui sont les personnes que vous pensez important de mettre en œuvre dans le cadre de votre défi? Est-ce que c'est uniquement vous? Est-ce que c'est votre garde rapprochée? Alors, garde rapprochée, c'est la terminologie qu'on utilise dans le monde privé. Hein. Garde rapprochée, est-ce que c'est quelques personnes ici ou là, ou est-ce que c'est un collectif plus grand? Qui sont les personnes qui peuvent être concernées pour y travailler? Là, j'ose plus vous demander de me dire quoi, mais voilà, je vous laisse dérouler votre pensée.
Donc, qui est concerné? Invitez-les. Invitez-les à votre table ou dans une salle. Troisième chose, c'est la narrative. On passe notre vie à analyser les choses. Je ne sais pas si vous le faites. L'analyse. Et finalement, en sortant de l'analyse, on a souvent des opinions. Et souvent des opinions qui sont contradictoires. Et puis vous vous rendez compte qu'à la fin, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Nous, et c'est la troisième clé qu'apporte l'appréciative, c'est de passer de l'analyse à la narrative. Alors je vais vous expliquer. Et alors pourquoi on fait ça? C'est pour aller chercher les meilleures histoires. Les ressources, les fameuses ressources dont on parlait tout à l'heure, dont parlait aussi Laurent. Et je vais vous raconter une petite histoire qui m'a, moi, vraiment marqué, pour vous dire que dans toutes les histoires, nous avons des tas d'histoires en nous, toutes sont porteuses de nos solutions, toutes. Alors peut-être que vous allez vous douter, mais et je vais vous raconter une histoire. C'est mon collègue anglais qui intervenait dans une société, dans un comité de direction. Et à la fin du comité de direction, l'un des membres vient le voir en disant « David, est-ce que vous pourriez aider Jack ?» Jack, c'était un jeune recrue qui avait 24 ans et qui était prometteur. Mais à chaque fois qu'il venait dans le comité de direction présenter l'état des lieux de ses projets, il était flagellant. Il flagellait de toutes parts. Flagellant, merci. Il était flagellant. Il était pétri de peur. Le dimanche soir, c'était peur panique. Donc qu'est-ce qui se passait devant ce parterre de personnes qui n'étaient pas très nombreux? Il y avait une douzaine de personnes. Il bégayait, il faisait des slides à n'en plus finir, et puis il était complètement pétrifié. Donc David, on lui dit « Mais est-ce que vous ne vouliez pas aider Jack ?» Et David dit « Moi je veux bien, mais j'ai 20 minutes. » Alors, allez aider quelqu'un en 20 minutes. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ce qu'il est allé faire, notre ami David, qui est un praticien appréciatif aussi, il est allé, premièrement, poser la question à Jack, c'est quoi votre sujet? Pas quel est votre problème. Ce sur quoi je focalise mon attention, et la sémantique est important, problème, c'est un problème. Quel est votre sujet? Et Jack, il dit comme son patron, voilà, quand je me présente devant le comité de direction, je suis paniqué, ils sont hyper impressionnants, ils sont difficiles, c'est pas facile avec eux, j'arrive pas à porter ma voix, c'est difficile. Donc, ce que fait David, il s'est dit, bon, il a déjà dû vivre ça par ailleurs, il dit, racontez-moi un moment où ça s'est bien passé ailleurs. Et il dit, moi, ça ne m'est jamais arrivé parce que moi, je démarre dans ma vie professionnelle. Ah, ok. Marc, si je comprends bien, vous avez en face de vous des gens qui sont difficiles, c'est ça? Ah oui, ils sont difficiles, ils sont retors, ok. Vous avez envie, vous avez besoin de faire passer vos idées et puis d'avoir un petit peu leur compréhension du sujet pour qu'ils vous aident dans vos projets. Ah, c'est exactement ça. Ok. Racontez-moi un moment de votre vie où vous avez eu en face de vous des gens difficiles, où vous deviez faire passer un certain nombre de choses et vous avez besoin de leur contribution pour rêver. Et Jack lui répond, ah si, ouais, j'ai quelque chose. Racontez-moi. Je suis coach sportif et je coach des jeunes ados sur les programmes, alors je ne suis pas sportif moi-même, hein, sur les stratégies de jeu. Mais pourquoi c'est difficile? Ah oui, vous avez des ados, vous? Non, je suis célibataire, j'ai pas d'enfants. Okay. C'est compliqué, quoi. C'est pas à vous que je dirais ça. Compliqué. Mais comment vous faites? Racontez-moi comment vous faites. Est-ce que ça marche? Ah oui, ça marche. Donc il raconte. Il dit, mais moi, ce que je fais, c'est que je sors mon tableau, je leur explique avec mon stylo, je dessine ce que je vais faire, la stratégie, je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport, tiens, John, comment tu fais ça? Et il commence à créer une conversation. Il dit, ça marche? Ah oui, ça marche. Et vous gagnez? Oui, on gagne, ça marche bien. Et en général, quand on est un praticien appréciatif, ce que l'on fait, on va plus loin que ça. On essaye de creuser le pourquoi ça marche, etc., pour ensuite faire une question qui va traduire en disant « Ok, ce que vous avez fait, comment est-ce que vous pourriez le mettre dans votre entreprise vis-à-vis des membres du comité de direction ?» Ça, David ne l'a pas fait. Parce qu'il n'avait pas le temps, 20 minutes chrono, hop, il a eu le temps de lui faire raconter son histoire, lui faire remémorer une histoire, lui faire raconter, il est parti. 15 jours plus tard, David reçoit un coup de fil de ce membre du comité de direction en lui disant « Qu'est-ce que vous avez fait à Jack ?» Alors, il avait oublié, à vrai dire. Et Jack, j'ai dit, mais vous l'avez complètement transformé. Et qu'est-ce qu'il fait?
Alors, maintenant, ce qu'il fait, c'est vraiment étonnant. Avant, il nous pondait des PowerPoint, mais à n'en plus finir. Il bégayait. Là, ce qu'il fait, il nous a sorti un tableau. Il nous dessine son projet. Il nous questionne. Et c'est devenu une conversation extrêmement intéressante. Donc, du coup, on lui a demandé pas de venir une fois par mois, mais de venir une fois par semaine. Voilà. Qu'est-ce que veut dire cette histoire? Premièrement, qu'est-ce qu'on cherche à transformer? Lui, c'était se retrouver en face d'un groupe compliqué. On est allé chercher dans une histoire, la meilleure, les ressources, et il l'a mis en œuvre. Histoire vraie, je vous promets qu'elle est vraie, cette histoire. Moi, je trouve cette histoire fascinante. Donc c'est pour ça qu'il aurait pu faire autrement. Il aurait pu lui donner des conseils. Ça n'aurait pas marché. Il aurait pu analyser le pourquoi. Ça ne marchait pas. Il aurait enfoncé. Parce qu'il avait 20 minutes chrono pour le faire avancer. Donc il est allé le faire se reconnecter à des ressources qui étaient dans ses histoires. Donc, c'est ça que je trouve merveilleux. Et depuis maintenant plus de 12 ans que je fais ce métier, avec cette approche, tout est dans nos histoires. Tout. Nos talents, nos aspirations, nos valeurs, nos potentiels, notre niveau de confiance. Tout est là. Tout est là. Rien ne nous manque. Et s'il y a quelque chose qui nous manque, parlez à votre voisin. Dans ces histoires, il a quelque chose de disponible. Et ça, c'est surtout pour vous. Quelles sont les histoires que vous vous racontez sur vous, sur votre mission, sur votre établissement, mais je pourrais aussi vous dire, sans rentrer dans votre intimité, sur votre couple, sur votre famille, sur la France, sur le monde. Quelles sont les histoires qu'on se raconte? On a intérêt de choisir les histoires qu'on se raconte. Pourquoi? Parce que vous avez un autre universitaire, alors, il a un visage un peu rude, hein. Il est mort, il s'appelle Fred Pollack, c'est un futurologue néerlandais, et il a fait une analyse, comme les universitaires savent le faire dans le détail, des civilisations, et il a regardé quelles étaient les histoires que civilisations se racontaient. Des histoires positives, optimistes d'un futur, d'un côté, et des histoires anxiogènes du futur de l'autre. Et il a fait un lien vraiment mécanique entre les histoires positives d'un futur, les civilisations croissaient, des histoires anxiogènes, pessimistes du futur, les civilisations chutaient. Donc c'est une invitation à nous dire quelles sont les histoires que nous voulons nous raconter. Et je ne dis pas qu'il faut qu'on se raconte des histoires qui soient complètement irréelles, mais c'est un choix. Et la science nous montre qu'on a intérêt à le faire. Voilà. Par rapport à votre sujet, je vous en donne une autre. Quelles sont les histoires que vous voulez aller rechercher au regard du défi que vous avez noté? Par exemple, si on parle de ce défi de motiver les personnes, hein, ou plutôt de créer les conditions où les gens sont heureux de participer, moi j'irai en ce qui me concerne, chercher des moments où les personnes dans leur métier se sont senties profondément engagées, vivants, et j'irai chercher les raisons, d'abord, le moment, et deux, les raisons pour lesquelles ils l'ont été. Et là, vous avez toutes les clés. Toutes les clés sont là. Je ne sais plus, il y a une question qui a été posée à Laurent, il y avait dans la liste de questions que vous aviez posées. Comment faire pour créer les conditions? Allez poser la question aux personnes, le dernier moment où ils se sont sentis profondément engagés. Tous, si je vous pose la question, vous avez tous une histoire à raconter. Et si vous allez regarder l'analyse de la cause racine du pourquoi vous y étiez, vous avez vos clés d'engagement. Une quatrième clé, c'est de savoir poser des questions génératives. Alors vous avez vu, je n'ai pas mis savoir poser des bonnes questions, parce que qui je suis pour dire qu'une question est bonne ou pas? Par contre, je suis quelqu'un qui peut définir ce que c'est qu'une question générative. À nous de choisir ou pas de les poser. Et les questions génératives, c'est quoi? C'est d'abord, et vous avez compris, c'est une question qui va se focaliser sur les ressources. Je vais aller questionner le succès, la motivation, les moments où ça fonctionne ou les moments où ça dysfonctionne moins, si vraiment la difficulté est forte. Donc je vais aller me focaliser sur ce vers, premièrement. Une autre définition, elle est ouverte et nourrit la personne qui la reçoit. Regardez le nombre de questions qu'on peut poser pour nourrir notre curiosité. Et quand vous posez des questions à des personnes pour nourrir votre curiosité, ça ne change rien au niveau de la personne, parce que la personne connaît les données qu'elle est en train de vous délivrer. Donc ça ne change rien. Donc d'aller poser des questions qui vont aller nourrir la personne.
C'est chercher tous azimuts. Vous voyez, vous vous souvenez tout à l'heure, David avec son histoire. Il ne trouvait pas son histoire dans le quotidien de ce jeune homme dans le monde de l'entreprise. Il s'est dit, où est-ce que je peux trouver autre chose, tous azimuts, dans un passé qui est autre? Ah, ben c'est son passé associatif qui l'amène à connecter avec ses ressources. C'est aussi des questions qui dévoilent les potentiels oubliés ou inexploités. On est tellement focalisé sur le manque qu'on n'arrive plus à voir ce qu'il y est présent. Et puis enfin, c'est une question qui met en mouvement. Quelles sont les questions que je vais poser qui vont permettre aux personnes de se mettre en mouvement immédiatement? Ou au contraire, des questions qui vont les ramener encore plus proches de leurs problèmes. Voilà. Ça, et on pourrait passer énormément de temps dans les formations, on passe beaucoup de temps à formuler une question, mais plutôt que de les formuler, je préfère vous les poser. Et là aussi, vous pouvez répondre pour vous. Par exemple, une question sur le passé pour vous, une question générative. Depuis que vous avez rejoint l'Académie de Versailles, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier ou la plus fière? Comme nous sommes en France, fausse modestie mise de côté. Voilà. De quoi vous êtes le plus fier dans le rôle que vous avez dans cette académie? Première question, ressources sur le passé. Levez la main s'il y a des gens qui ont trouvé ça. Je ne demande pas de partager. Levez-moi la main. Des gens qui ont trouvé. Il n'y a qu'une seule personne ou c'est mes lunettes qui font défaut? 3, 2. Ah, OK. Deuxième question sur le présent. Dans votre poste actuel, quelle est l'activité qui vous procure le plus de joie, le plus de satisfaction, le plus d'énergie? Là, vous allez me dire, là. Donnez-moi quelques exemples. Qu'est-ce qui vous donne le plus de joie, de satisfaction et d'énergie dans votre métier aujourd'hui? Je pourrais récupérer les éléments pour donner envie aux gens de venir travailler dans l'éducation nationale. C'est l'appel du repas qui... Donnez-moi quelques éléments de joie, des activités. C'est quoi les activités qui vous donnent le plus de joie? Et vous avez probablement des activités qui vous génèrent de la joie différemment. Donnez-moi des exemples. Le travail en équipe. Et qu'est-ce qui vous donne de la joie dans le travail en équipe? Le dynamisme. L'intelligence collective, ouais. Être au portail. Ah, accueillir. Super. Regarde, je vois comment, en plus, vous le dites avec le sourire. D'être à l'accueil. Ouais, quoi d'autre? Encore un ou deux? On me dit la cantine. La quoi? La cantine. La cantine. La cantine. Ouais. Oh, ouais, je me souviens de ma cantine, ouais. C'était pas tant effectivement ce qu'on mangeait, mais c'est la façon dont on était servi en ce qui me concerne. Et après, quand vous vous reconnectez à ça, vous pouvez vous dire, qu'est-ce que je peux faire pour faire plus de ce qui me donne d'énergie? Parce qu'on est tous dans un monde qui draine notre énergie. Et je pense que vous êtes dans un monde qui n'est pas facile. Donc regardez ce qui vous donne de l'énergie pour pouvoir l'utiliser plus souvent. Et la dernière question, quelle est votre meilleure espérance pour la prochaine année scolaire? Quelle est votre meilleure espérance pour la prochaine année scolaire? Pas de Covid. Alors, s'il n'y a pas de Covid, il y aura quoi à la place? Alors, OK, une année normale. Ça serait quoi une année qui serait encore mieux que normale? Ça serait quoi encore mieux que normal? Paisible. Vous voyez ce qu'on vient de faire? On a fait très vite quelque chose, un mouvement que je vous propose de faire avec vos équipes. C'est souvent, et c'est légitime, moi ça peut m'arriver aussi de me dire, je veux plus de ça. Mais quand on veut plus de ça, on est encore dans le ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez à la place? Hop, on commence à faire une petite traduction. Une année normale. OK? Moi, j'espère que mon année prochaine, elle sera mieux que normale. Ça serait quoi le mieux que normal? Et là, vous avez plein de qualifications, de qualificatifs qui va vraiment qualifier ce que vous voulez vivre vraiment. Alors, j'ai vu que ça a marché avec Laurent, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas avec moi. C'est une invitation. J'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui étaient timides dans la salle. Tournez-vous vers votre voisin. Vous vous sentez comment après ce rapide moment de reconnexion à vos ressources? Qu'est-ce que vous vous dites?
quand on est allé vous questionner sur le meilleur de votre passé, le meilleur de votre présent et puis le meilleur de votre futur. J'ai plus de montre. C'est intéressant, on a l'impression que c'est une ruche. On est bercé par le... En tout cas, une question générative suscite normalement des idées. De là, on peut trouver des solutions, de l'énergie, de la joie et des aspirations. Et un niveau de confiance accru. Et le dernier point, c'est devenir un expert de la valuation. Alors c'est un néologisme, hein. Je crois que ça existe en maths aussi, mais là, ça n'a rien à voir avec les maths. C'est devenir un expert de la valuation pour soi et pour les autres. Je discutais avec le groupe de personnes qui nous a aidés à construire cette journée et je me suis inspiré de ce qu'ils m'ont dit pour pour cette conférence. Comment faire pour continuer à avoir de l'énergie au quotidien? Eh bien, c'est d'avoir un autre regard et de passer de ce qu'est... Alors, l'évaluation, ce n'est pas ça la définition officielle du Larousse. C'est ma définition au regard de ce que je connais, de l'expérience que j'ai, de ce que je vois que ce mot, la façon dont ce mot est utilisé dans les organisations dans lesquelles je suis. Souvent, ce qui se passe, que l'évaluation, c'est mesurer un écart entre ce qui est et ce qui devrait être. Et ce qui est et ce qui aurait été si je l'avais fait moi-même. Il y a peut-être des personnes dans la salle qui disent « Ouais, si j'avais été à sa place sur la conférence, là, j'aurais fait différemment. » Donc, dans un mode d'évaluation. Et il n'y a pas de mal à être là-dedans. Mais ce n'est pas forcément ce qui va donner le plus d'énergie lorsque vous allez vouloir le faire avec vous. Et je vous propose d'enlever une lettre. Et cette lettre change tout. C'est passer dans un mode valuation. Et moi, j'aime bien aussi les acronymes. Et je vais vous proposer quelque chose que moi, je fais à chaque fois que je travaille avec mon associé. Une fois qu'on a travaillé pendant 2 heures, on se fait constamment ce processus-là. Dans la journée, je peux me faire ce processus-là. Et je vous propose de le faire pour vous et de l'utiliser le plus souvent avec les équipes que vous avez à manager. Et c'est le processus des 3 A. Imaginez votre journée. Premier A, qu'est-ce que je peux apprécier de ce qui s'est passé aujourd'hui, de ce qui a marché, de ce qui a apporté des résultats? Premier A, qu'est-ce que je peux apprécier? Même dans une journée qui a été M, 4 petits points, qu'est-ce que je peux apprécier? Il y a toujours quelque chose qu'on peut apprécier. Ça peut être aussi quelque chose qui pourrait être, ça ne s'est pas détérioré. On peut apprécier ça et se dire pourquoi. Premier A. Deuxième A, c'est qu'est-ce que je peux amplifier? C'est-à-dire, voilà, il y a quelque chose qui fonctionne dans tel département où j'ai déjà testé ça, ça marche. Comment je peux amplifier ça? Vous imaginez, vous avez une plante, vous mettez de l'eau dessus, elle est là la plante pour la faire grandir. Et le troisième A, c'est qu'est-ce que je peux ajouter? Et ajouter ce qui manque. Vous voyez, là, on est dans le manque. Ajouter ce qui manque, transformer ce qui n'est pas satisfaisant. Qu'est-ce qu'on fait habituellement? Lorsqu'un présentateur fait une présentation, comme je suis en train de la faire, assez naturellement, nous sommes des machines à juger. Et j'en fais partie. Et j'en fais partie. Si je ne fais pas attention, j'en fais partie. Le cas de mon fils. Boum! Et si je viens vers vous en disant, oh là, je vais être jugé, non, j'apprécie ce que je fais, j'amplifie, et puis après je peux me dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais ajouter pour la prochaine fois? Et enfin, voilà, les cinq clés, et après vous pouvez les utiliser comme vous le souhaitez, à la hauteur de ce que vous pouvez, et je dirais la dernière clé, au moins vous pouvez l'utiliser tout le temps, auprès de tout le monde, avec vous, avec vos enfants,
avec les enfants que vous avez et avec vos équipes, tout le temps. Voilà, ça, j'en suis sûr. Donc la première chose, c'est transformer vos défis en sujets qui sont vraiment stimulants. Ça donne envie d'y travailler. Deuxièmement, c'est inclure un maximum de personnes dans les sujets que vous avez à travailler. Restez pas seul. Il y a des ressources tout autour de vous. Tout est là. Tout est là. Troisièmement, c'est de privilégier la narrative à l'analyse. L'analyse apporte souvent des opinions. Et les opinions, c'est sympa. On est des Français, on aime bien échanger les opinions. Mais au bout du compte, se mettre d'accord sur quelque chose de final, ça peut être compliqué. Quand on parle de narrative, on parle d'expérience, on n'a pas besoin de se mettre d'accord sur nos expériences. Elles sont nos expériences. Et on peut faire surgir des clés de succès individuelles ou collectives. Savoir poser des questions génératives et privilégier l'évaluation à l'évaluation. Et ma dernière question, ouais, j'ai encore une petite question, c'est si vous aviez une seule chose à conserver de cette conférence, une seule, vous dites il y a plein de choses, hein. S'il y avait une seule à conserver, pour vous, ça serait quoi? Qu'est-ce que ça me donne envie de tester? Tiens, j'aimerais bien tester ça. Et puis, où est-ce que je pourrais commencer? Où est-ce que je pourrais commencer? Je ne sais pas où on est dans les temps. Ma montre s'est arrêtée de tourner, donc je n'ai aucune idée de là où on en est. On est bien, Bernard. D'accord? Merci pour ton intervention.